Jérôme Pilette, récit de voyage, récit numéro 3, Deux beaux caves, Charlevoix, Québec, Canada. Un de mes plus anciens souvenirs est d'avoir été assis dans la boîte d'un des grands camions de mon grand-père et d'être arrivé sur la rue Lapointe, à Mascouche, pour ce qui me sembla être la première fois. Nous déménagions à côté de chez mes grands-parents. La route était de terre. Il y avait un grand trou où on installait les canalisations d'eau et d'égouts. Je mélange peut-être les souvenirs et les époques, mais c'est une image qui, originale ou mixée, m'est restée en tête. Plus tard, après que de nouvelles maisons eurent poussé, nous eûmes comme voisins, de l'autre côté, une petite famille de 4. J'étais un jeune adolescent à cette époque et je jouais parfois au hockey-ball dans la rue avec les 2 garçons de cette famille. M'ayant vu pratiquer mes lancers, seul contre un filet désert, J et K, les 2 garçons qui jouaient au vrai hockey sur glace, m'avaient quelquefois invité à prendre part à des parties organisées avec leurs amis. C'était intense. Je crois pas avoir jamais compté un but lors de ces joutes contre ces adversaires talentueux. Je me rappelle d'une partie tardive dans une tempête de neige naissante sous la lumière orange des réverbères. Quelqu'un m'avait plaqué dans l'un des épais bancs de neige. Ça avait été une bonne sensation. C'était une sorte de plaisir que je n'avais jamais éprouvé dans mes pratiques en solo. Une compétitivité amicale, mais plus sauvage. Plusieurs années plus tard, K mourut dans un accident de moto. Nous avions le même âge, lui, moi et S, un autre ami qui habitait en face de chez mes grands-parents. S s'est pendu aux alentours de 30 ans. C'est un taux de jeune mortalité élevé pour un si petit coin de rue de banlieue. Quand la famille de K déménagea, un type dont je ne me souviens plus trop bien emménagea. Soit il acheta, soit il possédait déjà la maison et la louait à la famille de mes amis hockeyeurs. Le suivirent un motard et sa conjointe qui durent y habiter 1 an ou 2. L'année de mes 17 ans arrivèrent M et V avec leurs 2 jeunes enfants. Après un certain temps de voisinage, M me proposa de travailler avec lui. Il faisait de la technique sur des spectacles de musique. J'avais déjà branché quelques fils pour les concerts de la chorale dont faisaient partie mes parents. J'avais déjà vu quelques spectacles. Pourquoi pas, je me suis dit. Je venais de finir le secondaire et, suite à une autre dépression, d'abandonner des études en cinéma au cégep après une première session. Au fil des ans, M est devenu pour moi un grand frère. Le garçon timide que j'avais toujours été apprit, le regardant parler avec ses clients et collègues, comment construire des conversations, comment aborder des gens à qui on n'a jamais adressé la parole auparavant, comment juste être et agir un moment sans être en proie à une constante panique ou anxiété sociale. La plupart du temps, M était au son et je m'occupais de l'éclairage. Quand on est une petite équipe de 2 ou 3, les journées se déroulent comme suit. L'aller, on se rendait à la salle, le montage, test de son, spectacle, démontage, retour. Et parfois, on chargeait et déchargeait le camion à la shop la même journée. Sur la job, on se nourrit quand on peut. Nul besoin de vous dire que les journées étaient longues, s'étendant parfois jusqu'à faire 20 heures lorsque le lieu du spectacle était éloigné. Ce travail m'a fait voyager pas mal dans la province de Québec et les villes voisines d'Ontario comme Ottawa, Hawkesbury ou Alexandria. J'ai eu la chance de rencontrer quelques légendes québécoises de la musique ou de l'humour comme Nanette Workman, Michel Pagliaro ou Gilles Latulippe. J'ai bûché dans la boue des Saint-Jean pluvieuses, goûté quelques bons mets des fêtes de Noël corporatives, découvert quelques classiques de la musique latine avec le Chico Band. J'ai rencontré ma part de personnages, autant sympathiques que bourrus, et je me suis fait quelques amis au passage. Ce travail devait me former au bris du cœur. On y rencontrait parfois des gens qu'on aimerait connaître, travailler avec eux une journée, puis on ne les revoyait jamais, ou alors une fois l'an. Ceux-ci, les annuels, devenaient des ouvreurs de porte occasionnels dans le sitcom de ma vie. Leur jingle étant les rappels de quelques inside jokes tirés des quelques moments qu'on avait passés ensemble sur un événement lointain. Si j'avais appris comment parler aux inconnus pour un sujet qui touchait le travail, j'étais encore loin de la ligue où on aborde en quelques phrases une jolie chanteuse ou la charmante serveuse d'un hôtel du centre-ville. N'ai jamais vraiment su comment passer à cette ligue en fait. Quand je suis pas littéralement paralysé, je suis toujours au minimum très maladroit pour la drague. Au moment où commence ce récit, je devais déjà avoir 6 ou 7 années d'expérience avec M comme éclairagiste, technicien de scène et parfois de son. Au fil des ans, M avait su se forger une bonne réputation en travaillant dur et en servant bien ses clients, si bien que la compagnie avait pris de l'expansion. Il possédait plus d'équipements, de contacts et de ressources et avait maintenant un local assez spacieux pour remplacer le garage depuis lequel il avait commencé.
La petite fourgonnette compactait de matériel jusque sous les sièges, dans le coffre à gants, sur la console et parfois sur nos genoux, avait aussi laissé sa place à mieux. D'un caravane, il était passé à un GMC Safari avec une remorque. En plus de ce que, à défaut de me rappeler du nom de modèle, j'ai surnommé un van de kidnappeur. Nous utilisions aussi parfois un vieux camion Grandman qu'il possédait pour une route de livraison de pâtisserie. C'était la fin de semaine qui suivait ma mésaventure à New York. Thunder et moi devions nous rendre au casino de Charlevoix pour une sorte de conférence ou congrès de motoneigistes. M était sur un autre contrat dans le coin de Montréal. Une compagnie événementielle, petite ou moyenne, n'a pas des contrats à l'année longue. Il y a des périodes fortes et des périodes mortes. Et quand deux contrats se présentent aux mêmes dates, on divise les effectifs et on essaie d'assurer avec les ressources disponibles. M était donc parti sur un coup dans la métropole avec W et Thunder et moi partions au loin. Thunder travaillait le plus souvent dans une salle de théâtre, mais il se joignait parfois à l'une des équipes quand il y avait plusieurs gigs à la fois ou se greffait à l'équipe principale quand il s'agissait d'un contrat plus important et qu'il nous fallait un gars avec les connaissances techniques. C'était toujours agréable de travailler avec Thunder. On travaillait très fort, mais on équilibrait ça en disant beaucoup de conneries. C'est un gars qui connaissait vraiment bien la technique, mais qui ne vous prenait pas de haut. Il y a une vieille blague de technicien qui va comme suit. Connais-tu la différence entre un soundman pis Dieu? Non. Dieu se prend pas pour un soundman. J'ai rencontré ma part de soundman qui se donnait beaucoup d'importance et se prenait trop au sérieux. Quand on tombait sur ce genre de type, M avait sa technique. Il le prenait souvent de haut, lui qui avait appris sur la job, lui qui avait jamais étudié. Il avait commencé la technique pour être avec sa femme, V, chanteuse. D'un concert à l'autre, d'une année à l'autre, il avait appris. Appris comment fonctionnait l'équipement, comment mixer, comment traiter avec les gens, quel matériel acheter pour améliorer son kit. Après 10 ou 15 ans dans le métier, avec la bonne attitude, il avait côtoyé pas mal de monde et avait fait la technique pour plusieurs grands noms. Alors, quand un technicien ou un producteur le prenait de haut, il m'expliqua un jour qu'il employait le name dropping. Il balançait un gros nom avec lequel il avait travaillé et, soudainement, l'attitude merdique d'un producteur ou d'un gestionnaire d'événements changeait en un clin d'œil. C'est un truc qui marche, je l'ai vu en action. Mais Thunder était tout sauf comme ça. C'était un chic type, tout ce qu'il y a de plus simple, tout ce qu'il y a de plus agréable. En fait, quand c'est M qui avait le choix d'engager quelqu'un, par opposition à un technicien qui suit un groupe en tournée ou qui est imposé par le producteur, par exemple, c'était la plupart du temps des gars d'équipe, simples, sympathiques, comme Thunder. Thunder et moi partîmes donc dans la GMC Safari de la compagnie, qui était équipée de pneus 4 saisons assez usés et affublée d'une remorque sans frein. L'hiver au Québec était assez clément cette année-là, et pour cette période, qui durant un hiver normal aurait été de neige, nous recevions plutôt de la pluie. Cela valait pour les régions de Montréal et de la ville de Québec. Mais lorsque nous atteignîmes la côte de Beaupré, après quelques heures sur l'ennuyeuse autoroute 40, le climat changea drastiquement et nous nous retrouvâmes au cœur d'une forte tempête de neige. Les conditions étaient absolument exécrables. Nous pouvions à peine rouler à 20 km/h, au risque de déraper à la moindre accélération. Nous nous relayions au volant environ toutes les heures, l'un craquant sous le stress, l'autre reprenant courage un instant. Vers la fin de l'après-midi, nous étions à la hauteur du massif de Charlevoix et les conditions ne faisaient qu'empirer. Nous nous arrêtâmes à une station-service afin de téléphoner à la cliente pour lui faire un compte-rendu de notre situation. À cette heure, nous étions censés être déjà arrivés et en train d'installer notre équipement. Nous reprîmes la route. Le moment le plus intense eut lieu dans la côte de Baie-Saint-Paul. Cette montée est en courbe. C'est Thunder qui conduisait à ce moment-là. Le camion passa sur une plaque de glace et la remorque partit à la dérape en jackknife. Il n'y avait pas deux options. Si on arrêtait, le camion risquait de glisser au bas de la côte et de causer un carambolage. Le pied sur la pédale de gaz, mais avec une pression modérée, Thunder alla de l'avant. Ne me demandez pas d'expliquer comment, mais il parvint à gravir la côte dans cette position impossible, avançant presque de côté. Nous prîmes une pause au sommet pour laisser retomber le stress. Je pris le volant pour l'heure qui suivit. Nous arrivâmes finalement aux abords de la Malbaie vers 23 heures. La tempête se calmait enfin. Nous allâmes à la rencontre de la gestionnaire de l'événement, qui nous refila un plan des salles et des scènes où nous devions installer le matériel. C'était une sorte d'événement ambulant qui se déplacerait tout au long du lendemain dans 5 ou 6 salles différentes du casino. Une salle principale accueillerait le spectacle de clôture de la soirée, mais dès la matinée, nous devrions jouer à saute-montage, déplaçant le matériel d'une salle où un événement viendrait de se terminer vers la salle qui allait venir plus tard, pendant que le public se dirigeait vers le deuxième emplacement.
Thunder assurerait la technique pendant que je démonterais, transporterais, remonterais le matériel. C'était le plan pour demain, mais pour l'heure, durant la nuit, nous devions installer le matos. Nous commençâmes par faire le montage de la scène principale qui, elle, n'aurait pas à être dépouillée du système de son. Quand on est fatigué, on fait parfois des choses inutiles et stupides. Après les quelques 10 heures qu'avait probablement duré notre trajet, je n'avais plus toutes mes capacités de discernement. Voyant un câble de son XLR gommé de ruban adhésif, un câble qui passait devant une porte et qui serait recouvert d'un cache-câble de toute façon, je voulus couper le ruban pour que le câble paraisse propre, comme il se doit de l'être sur un événement corporatif. Levant la tête pour parler alors que je faisais le geste, je me tranchai la pointe du doigt avec l'exacto. Je ne m'en rendis pas même compte. C'est Thunder qui m'apprit ce que je venais de faire. Mon doigt pissait le sang. Je me dirigeai vers la cuisine, où était un lavabo, laissant de petites flaques rouges sur mon passage. Thunder appela le gardien de nuit, qui me trouva un papier pour étancher le sang. Il alla chercher une voiture et me mena à l'hôpital. L'hôpital de la Malbaie, la nuit du moins, est un endroit fort calme. On était loin des 12 heures et plus d'attente de la région métropolitaine. L'infirmière m'expliqua que le saignement abondant était dû au fait que je m'étais coupé la pointe d'une artère. La tranche de peau était si mince qu'il n'y avait rien à recoudre avec des points de suture. L'infirmière se chargea de m'appliquer un onguent et un pansement bien serré. Le tout avec les formalités techniques et la création, tout ce qu'il y a de plus utile, d'une carte d'hôpital à mon nom, au cas où je repasserais me couper dans le coin la semaine suivante, prit quand même une bonne heure. Je revins au casino vers 2 heures du matin, où Thunder, travaillant sans relâche, avait terminé d'installer l'équipement dans la grande salle. Nous décidâmes de nous lever plus tôt, c'est-à-dire dans 3 ou 4 heures, pour installer les 2 systèmes satellites dans les 2 premières salles au matin plutôt que cette nuit même. Une fois à l'hôtel, on nous annonça que la chambre à notre nom n'avait qu'un lit. Il fallut attendre, à bout de force et de nerfs, une demi-heure de plus pour qu'on nous change de chambre. Le matin commença avec un bon petit déjeuner dans le resto du casino. Nous nous mîmes ensuite au travail dans la première salle. Une fois l'équipement déchargé, je laissai Thunder sur place et me rendis à la 2e location pour installer le second système satellite. Le temps que je finisse, le premier spectacle était déjà en cours. Quand le premier événement prit fin dans la première salle, j'y retournai pour démonter le système en vue de le mener vers le 3e emplacement. Tout alla comme sur des roulettes tout au long de la journée, jusqu'à ce que, en soirée, tout commence à aller comme sur des pneus 4 saisons finies. Pour un des emplacements, il fallait reculer sur un petit chemin glacé et enneigé. Un petit chemin tout juste large comme un véhicule, surplombant le fleuve Saint-Laurent et descendant jusqu'à une porte de service. Descendre fut une affaire de précision, mais tout se passa bien. Une fois l'équipement en place et installé, les tests de son faits et tout étant en état de marche, je remontai dans le Safari, quel nom bien choisi pour évoluer dans une tempête de neige, en vue de me rendre au démontage suivant où Thunder venait de terminer. Je montai sans problème jusqu'à quelques mètres du sommet de la pente. Le camion se mit alors à déraper. Le poids du matériel qui avait pesé sur la propulsion lors de la descente manquait maintenant, et le camion glissait sur place. Lentement, les roues alignées droit devant ou de côté, donnant un peu plus de gaz, en deuxième, en première, reculant pour prendre un élan, rien n'y fit. Le camion s'enlisait à chaque fois un peu plus et un peu plus sur le côté, dans la pente qui tombait vers le fleuve. Je pouvais voir tout au bas d'immenses morceaux de glace emportés par le courant. Il y avait bien quelques arbres qui auraient pu arrêter le camion s'il avait versé sur le côté, mais c'était tout de même une vue terrifiante. Entre 2 événements, Thunder vint essayer à son tour de sortir le camion du pétrin, mais c'était mission impossible. Comme le spectacle principal allait bientôt commencer, nous dûmes laisser là le safari et nous rendre à la grande salle. C'est le seul moment de la journée où nous pûmes travailler de concert. Un groupe de musique traditionnelle, un repas de 3 ou 4 services, quelques discours, quelques concours, quelques problèmes techniques, il y en a toujours, puis ce fut la fin de l'événement. Ce fut l'heure de régler cette histoire de camion. Il nous fallut appeler un remorqueur. Par chance, Thunder était membre CAA, ce qui donne droit à quelques remorquages gratuits pour chaque année de membership. Il faut savoir que cette association n'a pas des succursales dans tous les recoins du pays. Dans les endroits plus reculés, elle fait affaire avec des remorqueurs locaux. Un type à la mine inamicale se pointa vers minuit avec son towing. Il nous sortit de là en quelques manœuvres, sans manquer de passer un commentaire ou deux sur l'état de nos pneus et la mauvaise idée que cela représentait d'aller s'enliser dans ce coin-là. De là, nous retournâmes à la salle principale pour procéder au démontage de l'équipement. Nous chargeâmes la remorque et une partie du camion. Il était environ 2 heures du matin lorsque nous terminâmes.
Ne restait plus que le matériel de la pièce au bas de la pente sur le bord du fleuve qui avait servi avant la salle principale. Thunder décida que le camion, avec le poids du matériel pesant sur la propulsion, devait pouvoir remonter cette fois-ci. Le camion en décida autrement. Il fallut appeler la CAA de nouveau. Notre ami revint, la même nuit, pour dépanner le même camion au même endroit. Il avait l'air de se dire « deux beaux caves », avec un mélange de sommeil et d'envie de meurtre dans le regard. Nous passâmes la nuit à l'hôtel, puis prîmes le chemin du retour le lendemain. Une nouvelle tempête faisait rage et nous avancions tout aussi lentement que pour l'aller. Le fait que personne ne nous dépassait, les Québécois sont généralement assez téméraires dans la neige, surtout en région, en disait déjà long sur le fait que cette tempête était du sérieux, même pour les véhicules normaux dotés de pneus adéquats et pour les habitués de cette route. Alors que nous nous étions arrêtés dans un café, un résident du coin nous apprit que c'était la pire tempête des 20 dernières années. Il faisait nuit lorsque nous arrivâmes au local pour retrouver M. Être deux et nous relayer au volant nous avait permis, à Thunder et à moi, d'éviter la crise de nerfs. C'est ainsi que j'appris qu'il est plus facile de voyager à deux et que lorsque la force manque à l'un, c'est à l'autre de reprendre courage. Sur ce coup-là, ça avait été presque un automatisme pour Thunder et moi. Presque comme un instinct qui ne faisait que couler avec l'énergie du moment. Alors que le courage de l'un s'estompait, celui de l'autre revenait, comme un crossfade dans un bon mix. Le camion Grundman, celui qui avait toujours quelques boîtes de gâteaux à son bord, était stationné derrière l'entrepôt. Thunder et moi décidâmes qu'en guise de compensation pour le stress post-traumatique que nous venions de vivre sur la route, nous avions droit de nous gober chacun une boîte complète de carrés au Rice Krispies en relatant à M nos aventures de la fin de semaine.